Hello et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Nous sommes toujours à PEL, donc moi c'est toujours Alex et je suis toujours accompagné de mon très cher Zef. Mon très cher Zef. Ah, c'est rare. J'essaie de me rattraper de t'avoir oublié plus précédemment dans la journée lors de l'émission, donc voilà. Alors, toujours à PEL, on en profite pour aller voir les éditeurs et surtout avoir l'occasion de tester des jeux. Donc on a eu le droit de voir Pharaon avec Catch Up Games. Donc on est sur votre stand et on est avec Sébastien. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, merci. Pas trop stressé ? Non, ça va, du pour tout. l'instant. Alors tu vas nous parler aujourd'hui de Pharaon, Oui. qui est un jeu que vous allez très bientôt sortir. C'est un jeu qui va sortir en septembre. C'est un jeu de stratégie pour 1 à 5 joueurs qui se joue en à peu près une 60aine de minutes. Donc c'est un jeu qui est à la fois assez expert dans les sensations, mais qui est moderne, on va dire, dans le format, avec une durée de partie assez courte, un rythme de jeu qui est normalement assez rapide et voilà. Mais toute une variété de stratégies qui est normalement l'apanage des jeux un peu experts. Ben, ça c'est plutôt cool. Donc c'est un jeu en effet qui joue sur entre 1 à 5 personnes. Donc c'est un jeu qui joue tout seul. Ça peut se jouer tout seul. On a développé un mode solo pour le jeu qui implique un peu de matériel supplémentaire, mais qui est inclus dans la boîte évidemment. Et dans lequel on va jouer contre un adversaire virtuel. Contre un automa ? Pardon ? Un automa ? Je sais pas dans quelle mesure ça se rapproche exactement de l'automa, tel qu'on l'a vu dans des jeux comme Sight ou des choses comme ça, mais en tout cas ça se rapproche pas mal dans l'esprit de ce qu'on avait fait sur l'extension de Paper Tales au niveau du solo. Ok, ouais, on voit. Avec un adversaire, on va devoir prendre des décisions pour lui sous contrainte, mais du coup c'est quand même le joueur qui fait des choix pour l'IA, et donc ça allège un peu ce côté je résous des trucs pour l'IA, et voilà. Enfin, c'est en tout cas l'esprit qu'on a voulu donner à ce solo. Ok, donc 12 ans, et je continue dans les caractéristiques, 12 ans et plus, pour une durée de 60 minutes. Et donc c'est un jeu qui est de qui ? Il s'agit d'un jeu de Sylvain Las Juliarias, dont le pseudonyme d'auteur est Silas, qui a déjà fait le jeu Samsara, notamment. Ok, ouais. Et de Henri Pim Molinet. C'est un jeu sur lequel les gens ont des pseudos. Donc ouais, voilà, cool. c'était la ligne de conduite sur ce jeu. Et c'est très bien d'avoir des pseudos. Ouais, ça Pim en plus, ça me fait penser à un Marvel. Henri qu'on a pas mal vu sur des jeux notamment développés chez Ankama, puisqu'avant il travaillait chez Ankama dans le développement de jeux. Donc voilà. Et illustré par Christine Alcouf, qui avait déjà travaillé avec nous sur Paper Tales. Ah, et je crois qu'on l'a interviewé il y a pas très longtemps par rapport à son jeu Yokai. Et on a déjà fait son Paper Tale. Donc tout se recoupe, c'est super cool. À PEL, on revoit des gens qu'on connaît. Alors, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte ? Ça parle de quoi, Pharaon ? Pharaon, c'est un jeu où on va jouer des enfants de Pharaon tout au long de notre vie, qui va être découpé en 5 grandes manches. On va assez symboliquement essayer de préparer au mieux notre mort, parce que c'est un peu la destinée des enfants de Pharaon. Et donc pour ça, on va faire des actions sur le grand plateau du jeu, qui est la tablette des dieux, et qui a la particularité d'avoir une roue centrale qui va tourner au fur et à mesure de la partie et appliquer des modifications aux ressources qui vont être demandées pour faire des actions. C'est un jeu de gestion de ressources qui mêle de la gestion de ressources et du placement d'ouvriers, où nos ouvriers entre guillemets vont être directement les ressources qu'on va dépenser. On va devoir dépenser des ressources sur cette roue pour accéder aux actions, et on va avoir un certain nombre d'emplacements disponibles sur la roue pour accéder aux actions. D'accord. Donc, les différentes couleurs représentent les différentes factions, ou ça représente différentes... Ça représente les différentes ressources qu'on a dans le jeu. On a 5 types de ressources de base qui symbolisent la construction, le commerce, l'agriculture, la royauté et la justice. Okay. Et il y a aussi une ressource joker qui symbolise la clairvoyance dans le jeu, qui sont ces jetons argentés. Et ça va pouvoir remplacer n'importe quelle ressource dans le jeu. Mais le fonctionnement mécanique, il est assez simple et épuré avec ces ressources. C'est qu'on va avoir des ressources comme ça, qu'on va devoir dépenser à notre tour. On va faire une action
au cours de la manche, et la manche va durer jusqu'à ce que tout le monde ait décidé de passer, d'arrêter de faire des actions. Quand on va faire une action, on va poser une ressource sur la roue, sur un emplacement disponible. Ça implique qu'il y ait encore des emplacements disponibles pour faire l'action, et ça va varier en fonction des actions des autres joueurs. Et ensuite, on va payer les ressources demandées par l'action pour faire cette action. Et il y a 5 actions dans le jeu qui vont être de construire sa chambre funéraire, faire des offrandes aux dieux, acquérir le soutien de nobles qui vont avoir à la fois des pouvoirs et des conditions de score pour la fin de la partie. D'accord. Améliorer notre influence dans la région du Nil et aussi recruter des artisans qui vont nous donner à la fois des ressources et des points de victoire, des points de prestige dans le jeu. D'accord. Donc Voilà. j'imagine qu'il va falloir faire un peu de tout pour pouvoir aller... Et ben c'est un peu un jeu à moteur de ressources où on va essayer en faisant nos actions, certaines actions vont nous redonner des ressources. Ça va donc comboter. on va essayer d'agencer nos actions du mieux possible pour arriver à faire un maximum d'actions, un maximum de choses dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire ces 5 manches qui vont rythmer l'avancée de la partie. Donc si je comprends bien, la fin d'un tour est déclenchée à partir du moment où tout le monde a passé, tout le monde ne veut plus jouer. Voilà, là on arrête la manche et on met en place une nouvelle manche, sauf à la 5e manche, on compte simplement les points. D'accord. Tous les points sont comptés à la fin de la partie, donc en jeu ça va assez vite à ce niveau-là. Au fur et à mesure des nouvelles manches, on va avoir de moins en moins d'actions ou de plus en plus d'actions ou ça reste identique? Ce qui va changer, c'est l'agencement de la roue, donc le type de ressources qui est demandé. Par contre, on va pas avoir ni plus ni moins d'actions disponibles. Ça va dépendre des ressources qu'on est capable de dépenser et aussi D'accord. de ce que privilégient les autres joueurs dans leur choix, parce que ça va remplir les emplacements de la roue. Oui, ça va bloquer au bout d'un moment ce que tu veux faire. Mais du coup, il y a une espèce d'économie à long terme dans le jeu qui est que pour faire certaines choses, pour atteindre certains objectifs, on va vouloir faire un certain nombre de fois telle action, par exemple dans la partie, idéalement. Mais ça veut dire qu'il faut planifier ça sur l'ensemble des manches pour se dire, pour avoir le temps de le faire vis-à-vis des emplacements qui sont disponibles. Et il y a toute cette dimension-là, il y a une dimension de stratégie à long terme qui n'est pas évidente à voir sur une première partie, mais qui est vraiment là dans ses choix. Comment on décide d'où la roue doit... La roue tourne en fait automatiquement. Au départ, on la met aléatoirement. D'accord. On a un petit jeton qui nous permet de varier d'une partie à l'autre. C'est juste pour faire varier les agencements de couleurs. D'accord. Qui nous dit, cette partie, on va tourner dans ce sens-là. Et à chaque fin de manche, on va tourner d'un cran dans le sens-là. Okay. Comme il y a 5 quartiers, il y a 5 manches. Chaque ressource va être en face d'un quartier une fois dans la partie. Ah oui, du coup, en fait, ça force, enfin, ça évite d'avoir de maximiser une seule des ressources pour faire qu'une seule type d'action. Il y a un peu d'optimisation, mais ça reste léger à ce niveau-là. C'est de se dire, à la manche suivante, ça va être telle couleur en face des actions qui m'intéressent, donc je peux déjà commencer à préparer, à anticiper ça, et voilà. Ok, on a eu la vision globale du jeu. Du coup, moi, je vote pour qu'on commence une partie tout de suite. Bah, faut se lancer, hein. Eh ben, allons-y, avec plaisir. Mais du coup, c'est aussi les actions qui rapportent un peu moins. Si tu fais des actions qui ne t'assèchent pas trop en ressources, c'est souvent les actions qui te rapportent le moins individuellement. Qui me fait monter de 1 sur la chambre funéraire et qui me donne un jeton et je vais prendre celui-ci. Il te fait 3 montées de ton choix sur des pistes, comme tu veux, plus 2 argent. Ça c'est 10 points en fin de partie et en permanence vous avez le droit de vous placer sur cette roue. On peut mettre n'importe quoi sur la roue et ça compte pour sa couleur. C'est-à-dire que là, si j'ai envie de dire je mets rouge et jaune, j'ai payé rouge et jaune et c'est cool. Je vais pas taper. Moi je suis toujours là pour toquer les gens. T'as complètement raison. Les tricheurs dans ton genre, j'aime pas trop ça. Les tricheurs comme Zéphiriel. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 47 minutes de Pharaon, toujours en compagnie de Sébastien de Catch-Up Games et de Zéphiriel. Alors Zéphiriel, cette première partie. Eh bien, une première partie assez
Alors courte, on n'était que 3 joueurs, 47 minutes, Sébastien nous disait que c'était assez rapide pour des premiers joueurs. J'ai vraiment beaucoup accroché au jeu. Il est vraiment bien. Alors la mécanique, on le disait, c'est assez classique, pose de tuiles, récolte de ressources pose d'ouvriers et ressources. Mais tout le sel sur la roue qui tourne, qui va te permettre d'optimiser ton tour suivant en disant ok, il me faut plus de couleurs pour le tour d'après, attention, essayer d'optimiser, de comboter tes ressources pour dépenser 2 pour en récupérer 3 pour en gagner une dans l'échange, essayer de voir l'optimisation sur les différents jeux qu'il faut essayer de comboter pour la fin et tout. Enfin, il y a tellement de choses à faire et c'est super agréable. Ça fait partie de ce genre de jeu que j'adore parce que t'es jamais perdu. C'est-à-dire t'es jamais bloqué à ton tour à te dire ah merde, j'ai aucune action possible parce qu'on m'a tout bloqué. T'as toujours un truc à aller chercher qui va te servir, un petit point ici et là, tu vas essayer d'optimiser ton tombeau, tu vas essayer d'aller chercher plus d'ouvriers, donc t'as toujours un truc à faire et à aucun moment à la fin de ton tour tu te dis putain j'ai plus aucune action à faire, j'ai pas les bonnes ressources, j'ai machin. Si t'as un petit peu réfléchi à ton action, je trouve que t'as toujours un truc à aller chercher et ça c'est super agréable. Et du coup les jeux où tu te retrouves, où t'as pas la frustration d'être bloqué à cause des autres joueurs, c'est super cool en fait parce que c'est pas les autres qui vont te bloquer, c'est toi qui vas essayer de faire ton bon chemin et on va, même si t'as des choix qui vont être un peu moins accessibles que d'autres parce que t'es peut-être un dernier joueur, t'as toujours un truc à faire. Alors je sais pas du tout si tu vas dans le sens de ce qui était voulu justement dans le jeu, je sais pas si Sébastien pourra nous le dire, parce que justement je pense que cette dynamique de roue avec un nombre d'actions bien précis défini à l'avance pour quelles que soient les intentions des joueurs, justement c'est censé être là pour, je pense, te bloquer et t'empêcher de faire des actions. Après si tout le monde part dans son petit coin et va faire des choses différentes, là le problème n'y est pas, mais par contre si on essaye de jouer un petit peu plus en bloquant, je pense que la dynamique est faite pour pouvoir bloquer. C'est une interaction qu'on prend plus facilement en compte sur une deuxième partie ou plus parce que on va plus facilement arriver à se détacher de sa propre ligne pour se dire tiens qu'est-ce qu'elle veut faire quelle est ma chance de voir cette action encore disponible au moment où le tour va me revenir. Donc effectivement il y a cette tension là, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure il y a l'économie des ressources qui est la plus facile à voir dans le jeu parce que forcément on est tout de suite confronté à dire est-ce que j'ai assez de ressources pour faire l'action, mais il y a l'économie d'action de l'autre côté sur l'ensemble de la partie, de se dire pour faire fonctionner cette stratégie je vais avoir besoin à minima de faire cette action X fois et comment je m'organise sur la partie pour le faire et en quoi les stratégies des autres elles vont venir interagir avec ça et à quel point il faut que je priorise sur telle ou telle action pour être sûr de pas me retrouver en fin de partie avec des actions qui manquent. Comme toi, ça a pu t'arriver peut-être par exemple sur l'artisan. Je reviendrai après sur mon cas, mais voilà. Et c'est un jeu qui a cette difficulté d'accès là. Alors je suis content qu'au moins toi t'aies apprécié la première partie. Je sais pas si toi t'as eu la même lecture sur ta première partie. Mais par contre, est-ce que dans cette partie-là, toi tu t'es retrouvé bloqué à des moments je veux dire en termes d'action, hein. Est-ce que il y a des actions qui ont été faites par les autres joueurs, c'est-à-dire Zéphiriel et moi, qui t'ont bloqué à un moment vers là où tu voulais aller? J'ai pas vraiment de moment particulier dans cette partie-là, mais je pense qu'il y a une spécificité aussi sur cette première partie du fait qu'on n'est que 3 joueurs et toi, je pense qu'en passant un peu à côté de ton moteur et de certaines actions, tu nous laisses beaucoup d'actions sur la roue et c'est aussi peut-être ça qui fait que on est sur une tension qui est peut-être sur cette partie-là, ouais. sur le nombre d'actions, sur les emplacements. Parce que ça a un impact direct sur la dynamique globale. Alors, je vais repréciser ce que j'ai dit en fait. Je dis pas que le jeu n'est pas fait pour être bloqué les autres joueurs, parce que j'ai été bloqué sur pas mal d'actions là où je voulais aller en termes de stratégie. Je dis juste que tu ne te retrouves pas bloqué au point de te dire c'est la seule action que je pouvais faire à ce tour-là et on vient de me la bloquer. Donc tu as toujours une seconde solution ou voire une troisième qui est peut-être pas celle qui était optimisée pour ta stratégie, mais tu as quand même un truc à faire dans le sens où tu te dis bon bah voilà, je suis pas le jeu des autres. C'est ça en fait, c'est l'optique que j'avais quand je disais on a toujours un truc à faire, c'est que on va pas subir le jeu des autres si on est placé dernier, si on n'a pas la bonne ressource, si machin, c'est que il y a toujours un moyen de s'en sortir en fait. Et c'est ça que j'apprécie dans ce type de jeu, c'est que ça te force en fait à réfléchir différemment et à te dire OK, moi je faisais mes petits tas de ressources en me disant ça c'est une action, ça c'est une action, ça c'est une action, ça c'est une action.
Et au fur et à mesure des actions que vous faisiez avant, je disais, ah bah celle-là, je peux plus la faire, ok, je l'enlève, j'en ai quand même une autre, et ça va me permettre ensuite de récupérer d'autres ressources et d'aller chercher d'autres types d'actions. D'ailleurs, typiquement, là où tu fais énormément de points, par exemple sur ce noble avec les jetons d'offrande, je pense que moi j'aurais pu avoir intérêt à faire des actions intermédiaires pour bloquer des emplacements sur cette action, pour prendre des jetons que j'aurais dépensés ailleurs parce que c'était pas forcément ma stratégie de tous les garder, mais ne serait-ce que pour te limiter le nombre d'actions dont tu pouvais profiter pour maximiser ton scoring sur ce noble-là. Et c'est effectivement un truc auquel tu peux plus ou moins faire gaffe selon l'ambiance dans laquelle se déroule la partie et voilà, mais voilà, ça fait partie des choses. C'est là-dessus qu'est la grosse interaction du jeu sur qui veut faire quoi, et si je laisse à quelqu'un toutes les actions qui vont dans ce truc, est-ce que c'est pas trop dommageable pour le scoring à la fin, pour la compétition sur le score. Alors en effet, j'avais pas compris ce que tu disais, comme tu viens de le réexpliquer, mais donc voilà. Bon alors moi ma partie, pour donner un petit peu mon avis, bah ouais non, enfin si vous suivez un petit peu le défaussé, vous devez l'entendre souvent. Je suis sur les jeux à combo avec où il y a nécessité de faire un combo, un moteur, je suis pas bonne du tout, mais en plus quand on ajoute beaucoup de possibilités, j'ai tendance à papillonner à droite à gauche, à pas m'ancrer dans une stratégie, et donc voilà, là Pharaon c'est quand même un jeu qui fait les deux. Donc très honnêtement, ça m'étonne pas plus que ça que je sois passé à côté de ma partie, même si je m'en suis rendu compte assez rapidement dans le jeu, parce que quand on se retrouve quand même sur 4 manches, 3 fois premier joueur, je pense que voilà, donc, mais ça m'a pas empêché d'apprécier le jeu pour ce qu'il est, parce que honnêtement, ça ne m'a jamais empêché, sinon je jouerais plus au jeu depuis très longtemps, et donc voilà. Mais concrètement sur Pharaon, j'ai beaucoup apprécié la lisibilité du plateau, c'est-à-dire que Sébastien nous a expliqué les règles du jeu au tout départ, et en fait après c'était parti. C'est vrai moi j'ai demandé plusieurs fois des renseignements sur tous les seigneurs, il me semble, qui ont des actions spécifiques, qui ont une iconographie qui demandait de temps en temps des petites mises à niveau. Mais en soi, sinon, une fois qu'on connaît les règles, je pense que c'est un jeu qui est très 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 lisible. Et tout à l'heure, on en parlait avec l'illustratrice, qui avait une inquiétude sur est-ce que son jeu était lisible. Moi, je trouve qu'il y a aucun doute sur ça. Je sais pas si Zef, t'as une... Ah non, je suis complètement d'accord. La lisibilité est très très claire. Une fois que c'est expliqué, même avant que ce soit complètement expliqué, une fois qu'on a compris, on nous a expliqué 2-3 cartouches, le reste vient très naturellement. Et pourtant, je suis très critique sur les trucs de cartes où on dit cartouche vers cartouche. Je dis ça, très souvent je suis perdu. Là, c'était extrêmement lisible, donc non, il y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, par contre, ce qui m'aura un peu plus dérangé, on va dire, c'est de savoir où on en est. Par exemple, quand on met en fait sur la lisibilité du jeu des autres joueurs. Quand on joue avec des joueurs honnêtes, je dis pas, il y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que à un moment, moi personnellement, j'ai laissé complètement tomber le fait de vérifier les couleurs mises. Est-ce que tout était bien mis ou pas? Ce qui est plus facilement traquable, je trouve, sur d'autres jeux. Je sais pas comment, mais bon, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça plus. Ah, toi, tu traques les tricheurs. Ah non, c'est pas ça, mais souvent en fait, ça nous est déjà arrivé, Zef, quand on joue, de dire ah mais non, là il te manque un truc, tu vois. Là c'était pas possible. Enfin pour moi j'ai abandonné manche 1, je me suis dit ok, je laisse chacun faire son jeu, et puis je regarde pas du tout ça. Ouais, là ça me choque pas en général sur ce type de truc. Moi le seul truc bémol, et encore c'est pas si bémol que ça, c'est la lisibilité sur le qui est en avance ou pas en fait. C'est-à-dire qui est gagnant au 3e, 4e tour, qui est en train de gagner. C'est un peu difficile à voir. Tu peux faire une appréciation globale en disant ok, lui il a beaucoup de seigneurs, il a beaucoup d'artisans. Ok, il va être en avance par rapport à moi. Je peux essayer de compter ses cartes discrètement, c'est un peu délicat. Mais c'est vrai que t'as tellement de points partout, mais c'est ce qui fait ce type de jeu. Hein, finalement, t'as tellement de points partout à les récupérer que il faut essayer de se faire confiance et d'optimiser son propre tour à chaque fois, quoi. Ouais, c'était le deuxième point sur lequel je voulais arriver, sur la possibilité de compter les points des autres. Et parce qu'il y a un nombre incroyable de probabilités, de propositions, etc. J'ai juste une toute dernière question à poser à Sébastien en termes de rejouabilité, parce que moi je me dis, il y a tellement de manières de marquer des points justement que peut-être qu'on en explore d'autres, mais comme tu disais en fait, c'est pas parce qu'on va se concentrer sur un truc que par exemple notre chambre mortuaire à faire, qu'il y a beaucoup de points au final, qu'on va marquer ces 60 points finaux.
qu'on va forcément gagner. Donc je me demandais en termes de rejouabilité, est-ce que par exemple toi tu as toujours un peu la même stratégie ou est-ce qu'à chaque fois t'en élabores une dernière, une nouvelle? C'est un jeu dans lequel on va être très orienté. Enfin, les nobles ont un rôle très important dans le jeu par rapport à l'orientation stratégique qu'on va prendre. Et c'est pour ça typiquement que par exemple, là on a un départ un peu contraint entre guillemets avec ce mode d'initiation où on a un des 5 scribes, c'est des nobles qui ont un objectif qui est assez fermé, de dire c'est des objectifs quand je les aurai faits. Je peux pas continuer à faire plus sur cet objectif. Je vais réussir à faire mes dieux, mais ça me guide là-dessus. Mais typiquement les tirages de nobles dans une partie entre joueurs confirmés entre guillemets, tu pourrais avoir n'importe lequel des nobles au départ et ça pourrait t'orienter sur une stratégie à faire, à te dire en partant de là, je peux essayer de faire une stratégie où je vais essayer de marquer, où je vais essayer de faire les 5 dieux par exemple. Ou avoir directement dès le début de la partie une carte qui t'oriente sur une stratégie chambre funéraire où tu te dis tiens je vais essayer de faire le mieux possible à côté, mais de base le cœur de ma stratégie c'est d'essayer de faire les 60 points sur la chambre funéraire ou des choses comme ça. Et nous ça a été le point de focus le plus important sur le développement du jeu. D'arriver à proposer une variété de stratégies qui permettent de pas avoir la sensation de vivre 2 fois la même partie exactement, parce que c'est toujours un mix de stratégies entre des stratégies pures qui diraient bêtement je fais que ça, je fais que des artisans par exemple et avec un noble qui appuie cette stratégie là. Et quelque chose de très panaché, y a un peu tous les milieux qui existent et c'est ce à quoi on a essayé de veiller en développant le jeu. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté Pharaon. Donc petit rappel, Pharaon, un jeu Catch-up Games pour 1 à 5 joueurs, 12 ans et plus, pour 60 minutes environ, même si c'est vrai que nous on a joué plutôt rapidement pour 3 joueurs. Pour une première partie. Après c'est normal, on joue plus autour d'une demi-heure à 3 joueurs quand on connaît bien les règles, qu'on sait aussi ce qu'on veut faire au niveau stratégie. Pardon. Est-ce que tu peux nous redire vite fait les auteurs et illustratrices même? Alors donc effectivement, c'est un jeu de Sylvain Lasjuliarias et de Henri Molinet qui est illustré par Christine Alcouf. Merci beaucoup Sébastien. Merci Zef. Merci Alex. Ça sera notre dernier jeu qu'on fait à PEL. J'espère que vous y êtes allés, que vous avez kiffé. Sinon, l'année prochaine, n'hésitez pas. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un format un peu plus classique. Merci encore. Merci beaucoup, c'était très sympa.